Alors bonjour à tous, nous revoici pour la deuxième ronde du tournoi des candidats. Vous savez, le tournoi des candidats, c'est le tournoi d'échecs le plus important de l'année. Celui qui va permettre de désigner le futur challenger du champion du monde d'échecs. Alors, 8 des meilleurs joueurs du monde s'affrontent. On a déjà vu une partie dans la première ronde. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Et lors de la première ronde, finalement, les résultats n'avaient pas été décisifs. Mais là, la deuxième ronde, c'est explosif. 4 parties, 4 victoires. Alors, je vous invite, dans cette vidéo, à revenir sur les 4 victoires de cette deuxième ronde. On va s'intéresser tout de suite à la partie Nakamura contre Vidit. Nakamura a les blancs. Et il ouvre avec le pion roi E4. Alors, vous savez que ce championnat, c'est le championnat du monde de parties longues. Donc, c'est des cadences très longues. Chaque joueur a plus de 2 heures pour jouer sa partie, avec un ajout de temps, plus de 30 secondes par coup. Et ce championnat se déroule à Toronto, au Canada. Donc Nakamura joue E4 et Vidit répond par E5. Certains se demandent pourquoi Carlsen ne le fait pas. Vous savez, Carlsen a décidé de ne plus jouer le championnat du monde d'échecs de partie lente, parce qu'il a été champion du monde déjà beaucoup d'années, donc il y a une certaine forme de lassitude. Mais il a donné ses pronostics. Il pense que c'est Caruana, le grand favori de ce tournoi des candidats, et en deuxième position, Nakamura. Et justement, c'est la partie de Nakamura. Nakamura joue cavalier F3, elle attaque le pion central E5, cavalier C6 on défend. Fou B5, la variante espagnole, l'ouverture espagnole, donc le fou met en tension le cavalier. Les noirs jouent cavalier F6 et contre-attaque sur le pion central E4. Donc on est dans une variante de ce qu'on appelle berlinoise. Alors si ces noms ne veulent rien dire pour vous, c'est pas bien grave, ce qui est important c'est ce qui se passe sur l'échiquier, bien sûr. Nakamura va défendre avec le pion D3. Les noirs sortent le fou en C5. On pourrait vouloir gagner le pion E5 en se disant qu'on échange en C6, on élimine le défenseur du pion 5 par fou prend C6, pion prend, et après on gagne le pion E5. Mais si on fait cela, on va avoir un retour de flamme, un retour de bâton. Alors c'est pas ce qui s'est produit dans la partie, mais je le montre. En cas de fou prend, pion prend, cavalier prend, le problème pour les blancs, c'est qu'ils ont un cavalier sans protection, en plein centre de l'échiquier, et que les noirs peuvent en profiter avec le coup dame D4, qui vient bien sûr attaquer le cavalier, et qui prépare le mat en F2, une sorte de mat de berger à l'envers. Donc ce double problème est insoluble pour les blancs, bien sûr. Ils peuvent éviter le mat, mais ils vont avoir une perte matérielle trop importante. C'est pour ça que dans la position, les blancs ne font pas cet échange, mais ils jouent C3. Ils viennent contrôler la case D4. Alors, les noirs roquent, mais du coup on pourra se dire, ben maintenant c'est possible. Ce qui s'est toujours pas produit, mais on pourrait se dire maintenant c'est possible, on prend C6 et on gagne le pion E5 puisque les noirs n'ont plus le coup dame D4. Mais ça se passerait pas comme ça. En fait ici, sur fou prend C6, dans cette position, les noirs reprendraient plutôt du pion B. Et sur cavalier prend E5, il y a, mais il faut le connaître évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Les blancs viennent de gagner un pion, mais ils ont un retard de développement, le roi traîne au centre, le cavalier E5 est toujours sans protection, la colonne E est donc une colonne d'attaque pour les noirs, on pourrait se dire on va jouer tour E8 ou dame E7, mais il y a un autre facteur, c'est que pour gagner ce pion, les blancs ont dû concéder la paire de fous, donc ils n'ont plus de fou de case blanche. Donc l'idée des noirs, ça va être justement d'engager le combat sur les cases blanches par la poussée des 5. On pourrait se dire oui, mais le cavalier prend le pion C6, attaquant la dame, et c'est là que tout s'éclaire. Dame E8, attaquant le cavalier, triplant les attaques sur le pion en E4 avec le roi derrière, et finalement, les noirs vont se rembourser des pions qu'ils ont perdus, en fait. Donc, dans la position, après petit roc, les blancs se disent, bon, si on échange en C6 pour aller gagner le pion en E5, il va y avoir des contre-attaques, donc on va roquer comme ça, au moins on sait que le roi sera à l'abri. Et là, on menace vraiment des prises en C6, puis le gain du pion en E5. C'est pourquoi les noirs jouent D6 et se défendent. En plus, en jouant D6, ils libèrent le fou C8, qui pourrait venir en G4, par exemple, pour instaurer un cloage, donc les blancs jouent H3. Ils empêchent cette problématique. Et là, les noirs, si on ne connaît pas, c'est difficile de trouver un plan comme ça, ils jouent cavalier E7. On pourrait se dire, dans l'ouverture, c'est pas l'urgent de rejouer une deuxième fois une pièce déjà développée. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne aux débutants, de ne pas jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture, et plutôt privilégier un développement d'équipe, de cohésion. Mais en fait, là, l'idée cavalier E7, c'est de donner liberté au pion C7 pour qu'il puisse venir en C6 avec gain de temps, en attaquant le fou, tout comme le pion blanc est en C3,
Et avoir un pion en C6, ça sert à quoi? Ça servira à appuyer la poussée D5. Donc la conquête centrale. Quant au cavalier E7, il pourra se repositionner en G6 pour défendre E5 d'ailleurs. Parce que si on cherche à avancer le pion D6 en D5, il faudra assurer la protection du pion en E5. Donc il est assez courant dans ce type de position que les noirs jouent cavalier E7, cavalier G6, puis C6, D5. Seulement, c'est aux blancs de jouer. Donc ils ont l'initiative les blancs. Donc ils vont être les premiers, ils jouent D4. Bon. Alors, si le fou recule en B6, cette poussée en D4 affaiblit le pion E4, donc les blancs auraient le temps de jouer tour 1. Ça, c'est la manière habituelle de jouer par rapport à cette poussée. Si les noirs prennent, eh bien, on pourrait reprendre attaquant le fou, et dès que le fou s'en va, on pourrait jouer tour 1 toujours pour défendre 4. Et les blancs auraient constitué un fort centre de pion. Ça, c'est l'avantage des blancs quand même. Et donc, dans la position, sur cette poussée en D4, Vidit, il va jouer une nouveauté. Il va contre-attaquer sur le fou blanc en C6. Bon, bah, le fou revient en D3 pour protéger E4, et le pion D4, toujours défendu 2 fois, attaque le fou C5. Mais le pion D4 attaque également le pion E5. Donc si on ne veut pas perdre du matériel, certainement que les noirs devraient échanger en D4 avant de reculer le fou, mais cavalier C3 est toujours un fort centre de pion pour les blancs, donc il y a une conquête spatiale pour les blancs. Ce centre de pion contrôle toutes les cases devant, vous voyez. Donc ça, c'est une position quand même qui est plus facile à jouer pour les blancs. Il y a plus de hauteur dans la position. Et regardez ce que joue Vidit. Ici, il ne prend pas en D4, il recule en B6. Donc Vidit laisse les blancs s'emparer du pion en E5. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le piège? Dans l'ouverture, tout à l'heure, il y avait des pièges, on ne pouvait pas s'emparer du pion en E5 ici. Mais là, où est leur contre-attaque? Nakamura, il cherche. Il ne voit pas de contre-attaque. Alors il prend, il encaisse le pion E5. Pion prend, cavalier prend E5. Ça y est, le cavalier est en E5, les blancs gagnent un pion. Vraiment? Vidit a-t-il fait une erreur à ce moment-là de la partie? Eh bien, en fait, il y a une contre-attaque ici, une contre-attaque des noirs. Et le coup est très surprenant. Nakamura s'est fait surprendre dans l'ouverture. C'est impressionnant d'ailleurs de se faire surprendre à ce moment-là d'ouverture pour des joueurs de ce niveau, dans une variante assez finalement commune, assez habituelle, qui a été souvent jouée. Comme quoi, il y a encore une part de créativité, d'inventivité dans les ouvertures aux échecs. Ici, les noirs ont fait fou prend H3. Qu'est-ce que c'est que ce coup? On ne comprend pas vraiment pourquoi les noirs ont donné le pion E5, et on ne comprend pas pourquoi maintenant les noirs donnent le fou en H3. Quel est le rapport? Comment punir la prise du pion E5 par les blancs en sacrifiant le fou en H3? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais vous montrer l'idée de Vidit. Et Nakamura l'a détecté maintenant, l'idée de Vidit. Donc il n'a pas pris le fou. Mais que serait-il passé s'il avait pris en H3? Eh bien, ma première réaction, ça a été de me dire que les noirs pourraient essayer de mettre une dame en G3 pour faire échec au roi blanc parce que le pion en F2 subit le clouage. Comment mettre une dame en G3? J'ai pensé à dame D6 en me disant j'attaque le cavalier et dès que le cavalier bouge, la dame débarque en G3 en attaquant le roi puisque le pion F2 est cloué. Mais le problème, c'est qu'il y a fou F4 qui vient défendre le cavalier en fait dans cette position. Donc la bonne manière de procéder, c'est pas de venir en D6, c'est de venir en B8. Avec l'idée que si les blancs jouent fou F4, on sera en mesure de jouer fou C7. Il faut laisser la case devant et attaquer 2 fois le cavalier avec derrière le fou, donc les noirs vont récupérer la pièce qu'ils ont sacrifiée. Et si les blancs ne jouent pas fou F4, mais bougent par exemple leur cavalier en F3, c'est maintenant que le coup dame G3 échec arrive, donc roi H1, dame prend H3 échec, donc par exemple cavalier H2, et tour D8 avec la double attaque ici sur le fou, qui est cloué parce qu'il y a la dame derrière. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si les blancs essayent d'échanger les dames pour soulager aussi leur roi, qui est en insécurité par dame F3, eh bien les noirs peuvent accepter l'échange des dames et gagner après le fou, par exemple. Et si les blancs jouent fou E3 pour empêcher que la dame aide la tour à attaquer le fou, du coup ici on peut sacrifier la qualité. C'est-à-dire que là les noirs ils aimeraient bien jouer cavalier G4 pour aller attaquer 2 fois le cavalier H2 qui est cloué, mais la dame pourrait prendre en fait, sous la protection du cavalier. Donc l'idée c'est de faire tour prend fou pour dévier la dame, et une fois que la dame est déviée, cavalier G4 arrive avec la menace dame prend cavalier H2, mat. Alors les blancs pourraient jouer dame D6 encore pour défendre.
Le problème, c'est que les noirs peuvent aussi échanger en H2 pour gagner la tour F1 qui n'est plus défendue depuis le départ de la dame. On pourrait faire par exemple cavalier prend H2, dame prend H2, dame F1 échec, et c'est une catastrophe bien sûr. C'est une catastrophe ici pour les blancs. Parce qu'en réalité, il y a le même nombre de pièces, mais il y a 6 pions contre 5, il n'y a pas d'abri pour le roi, donc c'est une position, il n'y a pas de développement suffisant pour les blancs, donc c'est une trop forte position pour les noirs ici. Donc je reviens à la position. Fou prend H3, avec l'idée que sur pion prend, la dame viendra en B8 attaquer le cavalier dès que celui-ci part, la rentrée de la dame en G3. Donc Nakamura s'est fait sur d'autres prendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait Nakamura? Il n'a pas touché au fou, il a joué cavalier C4, il essaye de se débarrasser du fou B6. Mais là, les noirs jouent fou G4, attaquent la dame sous protection du cavalier. Et on ne peut pas jouer F3 à cause du clouage. Donc la dame s'en va en C2. Fou C7. Et là, Nakamura, il veut reprendre le jeu à son compte. Donc il pousse E5 sous protection du cavalier. Le pion attaque le cavalier F6 et libère la diagonale pour aller prendre H7 sur échec. Donc le cavalier vient en D7 pour contre-attaquer sur le pion E5. Fou prend H7 échec, roi H8. Le fou sort du guépier là-bas. B5 déloge le cavalier pour gagner ensuite le pion E5. Cavalier E3. Cavalier prend E5 avec une double attaque sur le fou D3 qui recule en E2. Maintenant, Nakamura attaque 2 fois. Le fou, il peut s'attendre à des échanges, mais Vidit, non, il veut pas échanger. Il joue F5. Avec l'idée que si c'est les blancs qui prennent, alors je sais pas, par exemple, le cavalier prend G4, eh bien c'est le pion qui va reprendre. Le pion G4 est quand même assez déstabilisant pour les blancs parce qu'il s'approche du roc noir. Il y a le cavalier en E5, l'autre cavalier qui peut venir soutenir l'attaque, la colonne F pour la tour. Dès que le cavalier E7 bouge, la dame peut rentrer. Il y a le fou également qui contrôle H2. Finalement, quand on regarde ces positions, on peut se dire que le roi noir a une couverture de pion plus détériorée que le roi blanc. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il n'y a que le pion G7 finalement qui défend le roi noir contre F2, G2. Mais d'un autre côté, les noirs, ils ont beaucoup plus de force pour aller attaquer le roi blanc. On peut voir très rapidement qu'il y a 5 pièces capables de se projeter à l'attaque du roi blanc, alors que les blancs pourraient essayer tout au plus d'en avoir 3 pour s'en prendre au roi noir. Donc cette position promet finalement une attaque contre le roi blanc. C'est pas simplement la nature de la couverture de pion qui va définir si un roi a un abri sûr. C'est aussi la capacité qu'a un camp à projeter des forces offensives en fait. Donc dans la position, après cette poussée F5, Nakamura il n'échange pas, il joue F4, il essaie de déstabiliser le cavalier E5, et Vidit, il joue dans la contre-attaque, il laisse le cavalier E5 attaquer, et il joue fou B6, il contre-attaque sur le cavalier E3 cloué. L'idée, c'est qu'en cas de prise en E5, ce qu'il n'a pas fait Nakamura, mais ce qu'il va faire bientôt, en cas de prise en E5, il va y avoir cavalier D5 qui va attaquer 2 fois, et le départ du cavalier F6 en D5 ici, alors c'est du cavalier E7 pardon en D5, le départ du cavalier en D7, de E7 en D5, voilà je cherche mes mots, libère la dame qui pourra venir en G5 pour continuer à appuyer le cavalier qui est cloué, donc appuyer où ça fait mal. Donc fou B6 a été joué là, je remonte, fou B6. Les blancs sont venus jouer roi F2 et cavalier D5. On attaque 2 fois. Et il y a eu tour H1 échec. Le départ du roi en F2, c'est pas simplement pour protéger le cavalier, c'est pour ouvrir la première rangée pour attaquer le roi qui vient en G8. Il y a eu la prise en E5. Mais voilà, dame G5 avec cette triple attaque du cavalier E3 qui est cloué. Donc les noirs vont se rembourser. Ils ont pour l'instant un cavalier de moins, mais le cavalier E3 est condamné. Et ils ont l'attaque. On voit d'ailleurs toutes les forces noires qui sont à l'attaque, alors que les blancs, à part leur cavalier E3 cloué, finalement, ils ont beaucoup de pièces sur la première rangée qui ne sont pas développées. La tour 1, le cavalier B1, le fou C1, la tour H1. Donc, le roi est venu en E1. Les noirs récupèrent la pièce, fou prend E3. Fou prend G4. Dame prend G4. Fou prend E3. Cavalier prend 3. Là, ça liquide, mais la dame est attaquée. Le pion G2 est attaqué. Dame E2. Dame G3 échec. Et ici, il y a eu roi D2. Si on joue dame F2, peut-être que les noirs peuvent simplement échanger et puis jouer cavalier C2 après, parce que la tour 1 est enfermée. Donc, roi D2 a été joué. Tour D8 échec. Roi C1.
Dame G5 préparant un échec à la découverte, un départ du cavalier qui dévoilerait l'attaque de la dame sur le roi. B3, parce que le problème c'est que les blancs, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'éviter en fait cela. S'ils jouent par exemple cavalier D2, peut-être même qu'on pourrait faire tour prend en fait, hein, et impliquer l'autre tour au combat. Oui, c'est ça, on pourrait faire tour prend cavalier, roi prend, impliquer l'autre tour au combat. Et c'est vrai que les noirs ont la qualité en moins, mais ils ont toute l'attaque contre un roi blanc qui n'arrive pas à se sécuriser. Donc dans la partie après dame G5, les blancs ont joué B3. Et là, le coup de grâce, cavalier F1, échec. Abandon. Abandon de Nakamura. Par rapport à cet échec, que faire? Le roi il peut tenter d'aller se cacher, par exemple en roi en B2, mais le cavalier peut aller ensuite en G3, faire la fourchette dame-tour, et les noirs auraient l'avantage matériel plus l'attaque. Ils sont beaucoup mieux développés, ils sont en position offensive. Et par rapport à des joueurs de ce niveau, bien sûr, Nakamura n'a plus vraiment de chance de s'en sortir ici. Les blancs sont toujours mal développés, c'est pas qu'ils perdent que la tour H1, c'est que la tour A1 joue pas, le cavalier B1 joue pas, le roi il n'est pas toujours bien sécurisé. Voilà. Donc une partie incroyable avec ce piège. Ici, quand le fou recule en B6, Vidit laisse le pion en E5. Et Nakamura, donc, il croque, il mange, il teste, il fait prise, il prend en E5. Et avec cette contre-attaque, fou prend H3. Incroyable. Donc je remonte, si les blancs prenaient ce fou, l'idée de Vidit, c'était dame B8, attaquer le cavalier et chercher à rentrer en G3 derrière, en profitant du pion F2 qui est cloué, ce qui lance une attaque contre le roi blanc. Donc je vous l'ai dit, il y a 4 parties dans cette deuxième ronde, 4 victoires. On vient d'en voir une et on va regarder maintenant la partie de Praggnanandhaa contre Gukesh. Voir ces 8 joueurs en action va aussi vous donner des idées. Quant au facteur final, vous allez peut-être sentir qu'il y a un joueur qui sort du lot. Donc dans cette position, Praggnanandhaa, donc un duel de grand maître indien, il a les blancs et il ouvre avec le pion dame, D4, D5, C4. Je crois que dans les 4 parties, c'est la seule avec ouverture du pion dame. Je pense que les 3 autres, c'est l'ouverture du pion roi. Donc C4, le gambit dame, E6, on refuse de prendre en C4 pour pas se faire dévier hors du centre. Cavalier F3, cavalier F6, G3, joué un peu dans un esprit de catalane, pour ceux qui connaissent. La catalane, c'est l'association des pions C4 et D4, du duo de pions C4 et D4, et de la mise en fianchetto du fou en G2, donc sur la plus grande diagonale blanche de l'échiquier. Quand on fait cela, c'est souvent ce qu'on appelle une structure catalane. Et là, les noirs jouent fou B4 échec. Il est habituel de jouer fou D2. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs. Praggnanandhaa, il n'a pas joué fou D2. Il a joué un coup un peu plus rare. Mais il est habituel de jouer fou D2, et sur quoi les noirs n'échangent pas, ils veulent pas développer les blancs, et reviennent en E7 en se disant, finalement, le fou en D2, il gêne un peu les blancs dans cette position. Et ça se poursuit comment? Ça se poursuit par fou G2, voilà. Et vous voyez, si les noirs prennent en C4 à un moment donné, on a cette possibilité de jouer dame A4 échec et de récupérer le pion C4 à tout moment. Et ça, c'est important parce que vous allez voir que cette possibilité va échapper aux blancs dans la partie. Donc après G3, fou B4 échec, je vous l'ai dit, Praggnanandhaa, il joue pas fou D2. Il joue cavalier C3. Et donc, il y a la prise en C4. Si maintenant on fait dame A4 échec, les noirs pourront jouer cavalier C6, protégeant le fou et couvrant leur roi. Et vous voyez que la dame ne pourra pas prendre le pion en C4. Donc Praggnanandhaa continue son développement, fou G2. On cherche parfois à jouer cavalier E5 pour que le cavalier attaque C4 comme ça, et en libérant la diagonale du fou. Petit roc, mais là, cavalier C6 est joué. Ça contrôle E5 et ça met une double pression sur le pion D4, ce qui fait que le cavalier F3 a plus de difficultés à se mouvoir. A3 attaque le fou, qui revient en E7. Et vous voyez maintenant, le problème, c'est que si on joue dame A4, il n'y a plus d'échec maintenant. Donc les noirs peuvent s'emparer aussi du pion en D4. Donc les blancs ont joué E4, ils établissent un forçant entre deux pions, mais nous allons voir que dans la partie, le pion C4 ne va pas pouvoir être récupéré par Praggnanandhaa. Néanmoins, il jouit d'un avantage d'espace avec ce fort duo de pions centraux. Les noirs jouent à 6, ils vont solidifier par B5. Fou E3, B5, ils s'accrochent à leur petit larcin, au pion C4 supplémentaire. Dame E2, fou B7, tour AD1. Et là, cavalier A5 dévoile le fou,
Le départ du cavalier pourrait donner la case B3 au cavalier noir, même si pour l'instant on voit pas trop ce qu'il pourrait faire. Mais ça libère le pion C, parce que le pion C peut aussi aller taper à un moment donné le centre blanc par la poussée en C5. Et là, Praggnanandhaa, il joue un mécanisme, une petite stratégie de la majorité centrale. Il va jouer un mécanisme de coup qui est assez habituel lorsqu'on a une majorité centrale, c'est-à-dire qu'on a les pions D4 et E4 contre E6. On pourrait chercher à jouer E5 pour repousser le cavalier F6. Mais faire cela, c'est ouvrir la diagonale au fou et donner la case noire, la case D5 au cavalier noir. Donc ce que l'on fait souvent avec les blancs, c'est qu'on va gambiter un pion, sacrifier un pion, mais un sacrifice positionnel. On joue D5, c'est ce que fait Praggnanandhaa, avant de jouer E5. Et ça change tout, parce qu'après la prise en D5, cette poussée en E5, le cavalier n'a pas la case D5, le pion obstrue, et le fou n'a pas la diagonale, toujours le pion obstrue. Et en plus, comme les blancs n'ont plus de pion en D4, ils ont le moyen de placer un cavalier ou un fou, une autre pièce sur cette case. Donc, à la fois, ça libère la case D4, ça obstrue D5, et les blancs se retrouvent avec une majorité de 1, 2, 3, 4 pions à l'aile roi contre 3. Et ce pion en E5 qui déstabilise le cavalier noir. Cavalier noir qui ne peut pas aller en E4, parce qu'on prendrait, et les noirs, s'ils reprennent, ils ont le problème du vis-à-vis tour dame, ils perdraient la dame. Donc le cavalier recule. Il vient en E8. Les blancs ont donc gambité, sacrifié un pion, pour avoir quelques atouts structurels. Et il continue à sacrifier, il joue maintenant E6. Deuxième pion sacrifié. Alors l'idée, c'est que si les noirs prennent, ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie, ils ont joué F5. Mais si les noirs prennent en E6, bien le pion en E6 est très vulnérable en fait. On peut jouer cavalier D4 pour tout de suite menacer les fourchettes dame-tour, avec les prises en E6, ou jouer fou F4, libérer la dame qui attaque E6. En cas de fou C8 qui vient défendre, par exemple, le cavalier D4, avec ses attaques, on a aussi la tour E1 qui pourrait venir, ou le fou en H3, et le pion E6, à terme, est condamné. Si E6 tombe, derrière D5 va également tomber, parce qu'il est aussi attaqué. Vous voyez, c'est une réaction en chaîne. Donc cette poussée en E6 ici. Finalement, ces deux pions centraux D4 et E4, il les a sacrifiés, D5 et E6. Mais les noirs, ils veulent pas mourir d'indigestion, ils touchent pas au pion E6, ils contrepoussent F5. Bon, alors ils auraient pu jouer F6 aussi, pour empêcher le cavalier blanc de s'installer en E5, parce qu'il est venu en E5. D'un autre côté, F6 aurait gêné le fou et le cavalier noir. Donc c'est case pour case. Ils ont donné la case en E5 pour les blancs, mais ils veulent avoir la case F6 pour leur propre cavalier. Dame C2 est joué attaque F5, et là, je me demandais pourquoi dans la partie les noirs n'avaient pas joué G6 pour défendre. Ils ont joué C6. Certainement qu'ils n'ont pas voulu jouer G6 pour ne pas donner la case H6. Peut-être des fous H6, tour E8, cavalier F7 qui attaque la dame qui n'a pas beaucoup de cases. Ils voulaient certainement pas subir une infiltration sur leur roc. Donc, les noirs ont joué C6. Comme ça, D5 est bien tenu par le pion C6, et le fou, B7, pourra venir en C8 pour éliminer certainement le pion en E6. Donc C6. Mais ça perd F5. D'un autre côté, les noirs avaient deux pions d'avance, donc ils peuvent... Non, ils avaient un pion d'avance, donc ils en rendent un, et finalement, maintenant, on est à 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, donc les noirs ont toujours un pion d'avance dans la position. Dame E8 est jouée. Alors on se retire du vis-à-vis tour dame. Cavalier F7. On pourrait avec les noirs échanger, faire tour prend, pion prend, dame prend, c'est possible. Ça perd la qualité, mais ça se débarrasse du cavalier et du pion blanc, qui sont deux pièces désagréables. Mais les noirs préfèrent jouer fou C8 d'ailleurs. Ils installent ce clouage du pion E6 aussi. Tour 1. Alors c'est ça qui est intéressant aux échecs, c'est que quand une pièce bouge, on regarde ce qu'elle attaque, mais pas forcément ce qu'elle libère. Et le fou B7, quand il vient en C8, on a regardé ce qu'il attaque, mais en fait il libère la case B7, et le cavalier, qui était un peu hors jeu, se remet en jeu. Cavalier B7, peut-être avec l'idée de venir en D8 ou en C5, pour venir attaquer le pion E6 ou le cavalier en F7, vous voyez. Essayer de se repositionner. Fou G5. La tour vient en A7 pour avoir son mot à dire sur la 7e rangée. Fou prend F6, fou prend F6. Et là, coup de tonnerre de Praggnanandhaa. Coup de tonnerre. Qu'est-ce que vous joueriez dans la position? On va voir si vous trouvez le coup de Praggnanandhaa. Alors, c'est un coup assez destructeur, et pourtant, ça sera insuffisant dans la partie. Quel est ce coup? Alors, vous auriez joué quoi? Eh bien, Praggnanandhaa, il démolit tout. Il fait fou prend D5.
Donc, fou prend D5, pion prend, cavalier prend. Il sacrifie la pièce contre 2 pions, mais surtout maintenant pour avoir un cavalier en D5 capable de prendre le fou en F6. La menace, je sais que c'est au noir de jouer, mais la menace c'est de prendre le fou en F6 sur échec, et après pion prend, dame G4 mat. Donc il y a une forte menace avec l'arrivée de ce cavalier en D5. C'est pour ça que le fou part en E7. Et c'est là que Praggnanandhaa loupe le match nul. En fait, il aurait pu obtenir une égalité dans cette position. Alors c'est assez complexe, mais il devait jouer cavalier H6 échec. Alors si le roi va en H8, il revient en F7 faire échec, et si le pion prend, le roi est à découvert, dame G4 échec. Pas question pour les noirs de jouer dame G6 parce qu'il y aurait cavalier prend fou avec la fourchette roi-dame. Si les noirs jouent fou G5, on peut jouer certainement H4 pour attaquer le fou cloué. Et sur dame G4 échec, si le roi vient en H8, on aurait la ressource dame D4 pour faire échec et profiter de la tour qui n'est pas défendue. Parce que lorsqu'un roi est mal abrité, on n'a pas que la nécessité de vouloir mater ce roi. On peut profiter finalement de l'exposition de roi pour faire des fourchettes et gagner des choses un peu à droite à gauche, comme il se passe dans la position avec ce coup dame D4. Donc vous voyez dans la position, ici, le fou reculant de 7, c'était cavalier H6 qu'il fallait jouer. Mais là, c'est très complexe, bien sûr. Alors les blancs ont joué dame G4, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs jouent cavalier D8, ils s'en prennent au pion de 6 2 fois, au cavalier F7 3 fois. Alors il y a eu cavalier prend D8, fou prend D8, dame est venue en D4, attaque la tour qui vient en B7, tour E4, fou F6. Le problème maintenant, c'est que les noirs ont 2 fous pour un cavalier. Alors certes, il y a le pion de 6 qui parasite, mais c'est une maigre compensation. Dame E3, fou E7, les blancs jouent H4, dame C6. Alors, il y a eu pion H5, fou C5 attaque la dame, et derrière la dame, le pion en F2 d'ailleurs. Donc la dame est venue en G5, mais E6 tombe, fou prend 6, alors il y a eu H6 qui attaque G7, mais la tour défend en réalité. Donc il y a eu tour prend F2, c'est encore plus efficace que de faire fou prend F2 échec, parce que quand vous faites tour prend F2, vous menacez maintenant un départ de la tour avec le fou qui attaque le roi. Donc la tour pourrait bouger en attaquant la dame par exemple, en allant faire une chasse à la dame. Et finalement, Praggnanandhaa abandonne ici. Il a une pièce en moins, enfin, il y a 2 fous contre un seul cavalier. Il a un roi exposé, et il n'a pas de chance de victoire ici. G7 est bien défendu. S'il y a dame D8 échec, je suppose qu'on revient en défense. Ben, on peut même revenir en défense avec la tour, pour protéger le roi, avec le fou qui attaque le roi. Donc finalement, les blancs perdraient même leur dame. Donc c'est une catastrophe ici pour Praggnanandhaa. Et maintenant, la partie Niepomniachtchi Alireza Firouzja. Alors, le russe contre le français. Niepomniachtchi ouvre avec le pion roi E4. Ça va être une partie de folie. Une partie assez complexe. Hein. De toute façon, elles sont très complexes. Hein. C'est une partie vraiment, une ronde vraiment explosive. Les 4 parties sont très complexes, avec des idées tactiques, une finesse dans les coups. C'est très difficile. C'est pas les échecs d'autrefois. Hein. C'est vrai que là, les échecs, on sent à travers cette ronde que les échecs ont changé. Quoi. Cavalier F3 attaque le pion de 5. Cavalier C6 défend. Fou B5, l'ouverture espagnol, cavalier F6, la variante berlinoise, D3 on défend. Donc on avait vu ça dans la première partie que je vous ai montré. Hein. Fou C5, C3, petit roc, et dans la première partie que je vous avais montré, c'est D6 qui avait été joué. Or là, Firouzja, il joue D5, il est plus offensif. Donc il y a eu prise, dame prend. Alors c'est vrai que les noirs ont réussi à avoir plus de hauteur au centre, mais ils doivent gérer la défense de leur pion de 5. La dame va se faire repousser par fou C4, dame D8, et les blancs vont trouver un peu de jeu aussi et d'espace à l'aile dame avec cette poussée en B4 qui repousse le fou et qui donnera plus tard la case B3 à la dame et peut-être la possibilité de jouer B5 et de repousser encore le cavalier. Alors, le fou a été en E7. Là, on pourrait chercher à jouer B5 pour gagner le pion en E5. Mais c'est pas gratuit ça, c'est pas ce qui a été joué dans la partie. Il y a une partie d'ailleurs de Pavlidis contre Bacro qui s'était jouée en 2019 sur cette variante. Pavlidis avait joué B5 et Étienne Bacro, le champion français, le grand maître français avait joué cavalier A5. Alors, les blancs s'étaient emparés du pion, mais ils devaient concéder la paire de fous, cavalier prend C4, cavalier prend C4. Bacro avait joué A6, prise, tour prend,
D4, et en fait, dans cette position, les blancs ont bien un pion de plus, mais ils ont concédé le fou de case blanche. Et or, le fou de case blanche a des terrains de jeu dans cette ouverture, parce que c'est une position justement très ouverte, très aérée. Et vous voyez, le fou de case blanche peut venir en E6, attaquer le cavalier, derrière le pion en A2, et il y a la colonne ouverte avec ce pion en A2 qui est un pion isolé. Donc finalement, les noirs, avec cette paire de fous et la possession de ce fou de case blanche dans une position ouverte, vont récupérer le matériel. Donc c'est pour ça que dans la position ici, les blancs ne cherchent pas à aller gagner le pion de 5 par la poussée en B5, parce que sur cavalier A5, ils devraient concéder leur fou de case blanche. Et il y a une contre-attaque derrière. Donc ils ont joué cavalier D2. Les noirs ont joué A6 quand même pour se prémunir de cette poussée en B5. A4. Fou F5 attaque deux fois le pion arriéré D3, donc dame C2 pour défendre. Cavalier D5 menace cavalier B6 qui attaquerait le fou. Et sans le fou, le pion D3 se fait avoir. Donc les blancs jouent cavalier E4 pour essayer de masquer finalement la diagonale d'attaque sur le pion D3. Le fou vient en G4, attaque le cavalier. Dame A2. Alors c'est amusant cette position parce que j'en discutais avec le maire d'Orsay, enfin l'ancien maire d'Orsay, il est devenu sénateur maintenant de l'Essonne, David Russ, qui a un joueur d'échecs autour de 1800-1900 Hello. Et il me disait, ah oui, les échecs ont changé, parce que là, avant, on donnerait pas le cavalier comme ça, avec le pion qui reprend, la destruction de l'abré du roi, etc. Moi, je lui dis, oui, mais attends, sur fou prend cavalier, les blancs, ils vont pas reprendre du pion G, ils vont faire fou prend cavalier D5. Ah, il me dit, d'accord. Et donc, je croyais avoir été malin. Mais vous allez voir la suite. Donc, les noirs ont joué cavalier B6, pour pas justement laisser la prise en D5, donc le fou a reculé en B3, mais du coup, il y a vraiment fou prend F3. Donc Nepomniachtchi, il laisse vraiment le cavalier en F3 se faire prendre et reprendre avec le pion ici. Et en plus, derrière, il y a dame prend D3. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que les blancs acceptent? Ils acceptent la destruction de leur roc, la perte du pion D3, l'attaque maintenant du pion en F3. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en réalité, vous savez quoi? Les blancs, ils sont même pas mal dans cette position. Regardons la suite. On va comprendre maintenant les idées des blancs. Donc roi G2 pour défendre F3, et maintenant ça menace tour D1 sous protection du fou, qui gagnerait la dame qui est enfermée. Donc la dame rebrousse poil très vite, dame D7, et les blancs jouent tour D1, attaquent la dame, qui s'en va en E8. Et quel est finalement l'objectif des blancs? C'est de se dire, ok, ils ont perdu un pion, ils ont eu une destruction de leur abri du roi, mais ils ont le fou de case blanche, l'unique fou de case blanche de la position, et avec cette pression en F7, qui est assez désagréable chez les noirs. Et là, qu'est-ce que joue Nepomniachtchi? Il joue H4. Ça, c'est incroyable. Sans préparation théorique avec les ordinateurs, tout ça, on ne pourrait pas trouver. Donc, on voit que les joueurs d'échecs sont hyper préparés. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, c'est le tournoi le plus important de l'année. Donc là, chacun joue ses préparations les plus précises, les plus affûtées. Ils veulent des points. Il faut finir premier pour faire la finale du championnat du monde. En plus, là, je crois qu'il y a, pour le premier, il y a 500 000 euros à gagner dans ce tournoi des candidats. Et après, faire la finale du championnat du monde, c'est promesse aussi de millions d'euros. Donc, les joueurs, ils mettent tout. Et ils n'ont pas préparé ça tout seuls. Hein. Ils ont des secondants ces jours-là. Ils ont préparé. C'est pour ça qu'on a une telle précision dans autant d'ouvertures. Cette poussée en H4, qu'est-ce qui se passe? Si les noirs prennent, ça ouvre la colonne H. Donc, tour H1. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité d'un roi, c'est pas que la couverture de pions qui l'abrite. On voit bien d'ailleurs le roi blanc, il n'avait pas de couverture de pions qui l'abrite, alors que le roi noir, il a les 3 pions. Ce qui est le primordial finalement, c'est la capacité qu'a un camp à amener des pièces offensives. Et on voit que la dame et le fou attaquent sur la diagonale, maintenant que le fou de case noire est attaqué avec la tour sur la colonne. Par exemple, le fou revient en E7. Alors dans la partie, il n'a pas pris en H4. Hein. Là, c'est une variante illustrative que je vous montre, pour vous montrer les dangers qu'il pourrait y avoir sur le roi noir. Par exemple, dame C2 avec une menace de jouer cavalier F6 échec, de se délester du cavalier pour ensuite faire dame prend checkmate. Et si les noirs jouent G6, ils affaiblissent la case H6, donc dame D2 avec cette rentrée en H6, avec cette attaque sur H7, avec la colonne de la tour. Vous voyez toute la profondeur. Donc l'idée de ce coup H4 là, c'est de dire aux noirs, tiens, cadeau, prends le pion, ouvre-moi la colonne H, ouvre-moi les lignes. Les blancs, ils veulent que les lignes soient ouvertes pour que les pièces puissent partir à l'attaque. Alors, les noirs, ils touchent pas au pion H4, et puis ils s'aperçoivent, les noirs, que leur cavalier ne joue pas en fait. Ils sont développés, certes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de jeu, ils n'ont pas de case. Donc il va recycler son cavalier. Le cavalier B6, il va le venir en C8 pour après rebondir en D6 et essayer de proposer des échanges de pièces. Mais H5. Roi H8 se retire ici de ce vis-à-vis. H6 attaque. Et on aurait pu s'attendre à G6.
Mais non, là, la contre-poussée est G5. C'est maintenant les noirs qui veulent ouvrir la colonne G. Ils se disent que si les blancs prennent en G5, par exemple, fou prend G5, fou prend, cavalier prend, des choses comme ça, ben, il y aura un tour G8 avec contre-attaque sur la colonne, en clouant la pièce, parce qu'il y a le roi derrière. Donc en réalité, les blancs peuvent pas prendre G5. Ils jouent dame D2. Les noirs rebondissent en D6, et c'est le même problème, on peut pas prendre en G5. On va pas prendre de la dame, parce qu'on perdrait la dame par le fou, et si on prend du cavalier, fou prend, dame prend, il y a toujours ce coup de tour G8 qui calme les ardeurs. Donc dans la position, les blancs touchent pas au pion G5, et jouent fou B2 pour préparer un vis-à-vis fou-roi. Donc, cavalier F5 avec l'idée de passer en H4 attaqué. Dame D7, les blancs proposent l'échange des dames. Cavalier H4, échec. Sur roi G3, on aurait du F5, F4 après. Vous voyez, donc ils préfèrent aller en F1, faire le deuil du pion F3, qui n'est pas le pion le plus important de la position. F5. Donc, cavalier G3. Cavalier prend F3. Et là, les blancs ont joué B5. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi les blancs ne prennent pas en F5? Alors si les blancs prennent en F5, je ne sais pas, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un échange des dames suivi de la prise du cavalier, ou peut-être même un départ tout de suite de la dame en H5, avec une menace d'infiltration ici sur la colonne H et une attaque contre le roi blanc. C'est peut-être ça d'ailleurs, regardez, sur cavalier prend E7, dame H1 échec, roi E2. On aimerait bien forcer le roi à aller sur la colonne D pour avoir un tour D8 qui clouerait la dame. Donc peut-être cavalier G1 échec. Et si le roi revient sur la première rangée, il y aura des découvertes. Et si puis il y a l'attaque en F2 aussi. La tour est pas loin pour attaquer. Si à tour prend, regardez, dame F3 échec, attaque F2. Donc le roi, maintenant, il doit aller sur la colonne D. Mais sur la colonne D, il y aura tour D8 qui clouera la dame. Je sais pas, roi D1 par exemple. Bah, roi D1, c'est même pas possible, la dame contrôle le roi D2, donc on peut prendre en F2, mais tour D8, c'est ce qu'il y a de plus efficace, je pense, avec le clouage. Donc, dans la position ici, les blancs prennent pas en F5, ils jouent B5, ils veulent chasser le cavalier en C6. Ouais, le cavalier en C6 qui a pas beaucoup de cases finalement, donc les noirs contre-attaquent. Firouzja contre-attaque sur le cavalier blanc, il joue F4 lui-même. Mais le cavalier blanc, il a une case, cavalier E4. Cavalier A5, contre-attaque sur le fou. Je disais qu'il n'a pas beaucoup de cases, mais il avait cette case quand même. Fou E6. Ouais, bon. Alors les noirs, ils ont joué quoi? Ah oui, c'est là. Les noirs ont joué dame G6. Et c'est là que, quand on analyse avec un ordinateur, avec un module d'analyse, l'ordinateur sanctionne le coup de Firouzja. L'ordinateur dit que il aurait été préférable ici de jouer G4. Sans redouter d'ailleurs, fou prend G4, à cause de cavalier H2, la fourchette. Bon, la fourchette, le roi bouge et la dame défend, mais bon, peut-être après ça peut donner toujours des idées d'attaque sur le roi. Je sais pas, par exemple, le roi il bouge où? Imaginons qu'il vienne en E1. On prend G4, la dame reprend, et puis après on joue tour G8, on contre-attaque sur la colonne G, des choses comme ça, vous voyez. Donc dans la position ici, fou E6, dame G6 a été jouée, au lieu de la pousser G4. Ouais, mais dame G6, du coup, ça perd le fou en E7, donc dame prend E7. Et là, il y a eu dame prend H6. Qu'est-ce qui se passe si les noirs avaient joué tour E8 ici? Ah bah oui, le problème sur tour E8 ici, c'est qu'il y a... Parce que là, la tour attaque la dame avec la double attaque sur le fou, mais il y a dame G7 échec qui provoque l'échange des dames sur échec. Vous voyez, dame prend échec, puis on prend, roi reprend, et maintenant, on a le temps de sauver le fou, et les blancs, ils ont une pièce en plus dans la position, en fait. Donc c'est pour ça que là, Firouzja, il prend H6. Il prend H6 et maintenant, il menace tour E8 pour attaquer la dame et se rembourser du fou. Et en même temps, la dame noire, elle est à l'attaque contre le roi blanc. Alors, il joue très précis, Nipponachis joue fou F7. Ça contrôle le 8 pour éviter tour 8. Et maintenant, si la dame noire part au combat, il faudra sans arrêt que les noirs songent au coup de dame F6 qui ferait mat contre leur roi, en fait. Donc fou F7 très précis. Dame H3 échec, roi E2,
Dame F5 vient contrôler F6 et attaquer 2 fois le fou. Sur roi prend F3, je pense qu'on jouerait G4 échec et après on s'emparerait du fou. Les blancs préservent leur fou, fou D5. Tour E8, on repousse la dame qui prend C7, donc elle n'est pas repoussée si loin que ça, elle est toujours sur la 7e rangée. Hein. Dame G4 prépare la découverte. Le roi s'en va. Roi D3. Tour D8, attaque le fou qui est cloué, C4 pour le défendre. Et là, Firouzja fait son va-tout, en fait, il joue son va-tout, il fait tour prend fou, il sacrifie la qualité, puis on prend. Et maintenant, Dame H3. Alors, Dame H3, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, si les blancs font fou prend échec pour attaquer le roi, le problème pour eux, c'est que le cavalier reprend en faisant même double échec contre le roi blanc. Donc ici, les blancs vont jouer cavalier G3 pour intercepter la possibilité qu'a la dame d'attaquer le cavalier. En même temps, il y aura cette menace de prise en E5. Il ne faut pas oublier que le cavalier A5 est en prise depuis aussi, peut-être tout à l'heure, il n'y a pas eu le temps certainement de le prendre, cavalier G3. Donc, dans la partie, cavalier C4 a été joué de Firouzja. Vous voyez, les cavaliers sont sans arrêt donnés. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si les noirs prennent en G3, si Firouzja avait pris en G3, Nepomniachtchi aurait pris en E5 sur échec, cavalier prend E5, dame prend E5 échec, roi G8, dame prend G5 échec, c'est le grand nettoyage, roi H8, on prend pas en G3 tout de suite, piège, si on prend en G3 tout de suite, on se prend tour F3, rayon X, attaque rayon X avec fourchette. Si le roi bouge, on prend la dame, et si la dame prend, la dame noire reprend par rayon X. Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas le rayon X, ça c'est un thème classique de rayon X. Donc, dans la position ici, il faut pas prendre tout de suite, c'était pas là, c'était ici, voilà. Il faut pas prendre tout de suite en G3, il faut d'abord faire dame 5 échec, pour inciter le roi à revenir en G8, pour le forcer à revenir en G8, et maintenant on prend sur échec. Comme c'est sur échec, les noirs n'ont pas de temps de jouer tour F3. Les dames vont s'échanger, et les blancs auront 2 tours contre tour et cavalier, donc ils auront l'avantage de la qualité, et en plus ils auront un pion supplémentaire et un roi plus actif dans la finale. Donc dans la position, on comprend pourquoi maintenant sur cavalier G3, Firouzja, il n'a pas pris le cavalier en G3. Mais s'il ne prend pas le cavalier en G3, il y a ce problème de prise en E5 qui va quand même arriver. Donc cavalier C4 a été joué pour défendre E5. Pas question pour les blancs de prendre le cavalier du roi, sinon tour C8, hein, la dame défend la tour avec clouage. Qu'est-ce que c'est tactique tout ça? Donc du coup, sur cavalier C4, c'est la dame qui a pris. Mais la dame, elle est déviée de l'attaque du pion E5. Seul le fou attaque. Ce qui permet maintenant à Firouzja de prendre le cavalier. Prise en B5, prise, tour C8 protégé par la dame, attaque la dame blanche, mais Nepomniachtchi contre-attaque sur la dame de Firouzja, tour H1, pardon. Dame D7, dame E4, attaque le cavalier et menace mat. Donc sur dame prend B5 échec, il suivrait roi E3 qui attaque le cavalier et toujours la menace de mat en H7. Les noirs ont joué roi G8. Roi E3 attaque le cavalier qui vient en D4, mais fou prend D4, et finalement Firouzja abandonne, parce que même s'il prend D4 et que le roi reprend, finalement les noirs n'ont pas d'échec, je crois, pas d'échec immédiat. Bon, ils ont peut-être, il y a cette menace en H7 toujours qui peut avoir lieu si la dame s'en va trop loin. Si la dame vient faire échec en G7, bon, il y a ça qu'il faut regarder, hein. On n'a pas envie de jouer dame E5 à cause de tour C4, qui pourrait être joué pour essayer de décoller le roi de la protection de la dame. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors sur dame G7? Il faut bouger le roi, je sais pas, roi E3. Après, il peut y avoir encore des échecs qui arrivent. Hein. Faut regarder. Alors c'est vrai que les noirs ont une tour de moins, c'est pour ça qu'ils ont abandonné, et certainement qu'ils ont calculé qu'il n'y avait pas de perpétuel dans la position. Par exemple, je ne sais pas quel échec on pourrait donner. C'est difficile parce que si la dame s'éloigne, il y aura toujours les menaces de prise en H7. Et si c'est la tour qui vient faire les échecs en C3, s'il lâche l'initiative, il y aura des échecs sur la 8e rangée. Donc c'est difficile de savoir quelle pièce va venir donner échec en C3. Bon, imaginons dame C3 échec. Et là, bon, roi E2. Donc sur dame C2, on prend avec la dame. Sur dame B2 échec, on remonte en F3, le roi va arriver à sécuriser, il va arriver à trouver la cachette. Et il y aura toujours le problème de H7, le problème de dame E6 qui arrive maintenant avec les fourchettes roi-tour également. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Nepomniachtchi, il a une tour de plus. Certes, il y a quelques échecs à gérer, mais il n'y a pas de perpétuel pour les noirs. Donc finalement, les noirs vont être condamnés si les blancs
Ils font bien attention et à ce niveau-là, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, dernière partie, et encore une partie spectaculaire, Caruana, Fabiano Caruana, le favori selon Carlsen de ce tournoi des candidats, contre Abasov. Alors, Caruana, il ouvre avec le pion roi, il joue E4. C5, donc c'est la troisième partie avec le pion roi. On a eu 2 Espagnols variante berlinoise, on avait eu une sorte de gambit-dame qui est passée après en partie catalane, et là, on va regarder une sicilienne. Cavalier F3 pour appuyer la poussée D4, cavalier C6, fou B5, la variante Rossolimo, avec cette possibilité d'échange du fou contre le cavalier, qui modifierait les pièces légères. Les noirs jouent E5. Alors là, c'est toujours le même problème, c'est qu'on pourrait se dire, bah oui, mais fou prend cavalier, gagne le pion E5. Mais ça ne marche pas, parce que les noirs reprennent du pion D, et quand il y a cavalier prend E5, le cavalier sans protection, le pion sans protection, dame D4, vient faire la fourchette. Attaque les deux. Donc dans la position, les noirs peuvent jouer E5 sans redouter la perte du pion E5. Les blancs font petit roc, mais là, c'est différent. Là, les blancs menacent vraiment de gagner le pion E5. Alors, je sais que c'est au noir de jouer, mais si c'était encore au blanc, vous voyez, il y aurait fou prend, pion prend, cavalier prend E5, dame D4 ne marche plus. Le cavalier attaque la dame, et sur dame prend E4, le clouage, tour 1. Puisque le roc a été effectué, la tour peut s'impliquer au combat. C'est pourquoi, dans la position, les noirs doivent défendre E5. Alors, ils peuvent le faire avec le pion D6, par exemple, mais ils ont choisi fou D6. Fou D6, c'est un peu étrange, parce que ça bloque le pion D7. Les noirs escomptent sur le fait que le fou prenne le cavalier à un moment donné pour que le pion D puisse reprendre, libérant le fou C8 sur la diagonale. Mais pour l'instant, ça ne se produit pas. D3. Cavalier F6. Alors, sur fou G5, le clouage, moi j'ai vu beaucoup de parties où le fou finalement se replaçait en E7. Cavalier C3 a été joué. Petit roc. H3. A6. On pourrait venir en C4, mais Caruana, il a échangé. Fou prend C6, D prend C6. Alors pourquoi il échange finalement? Parce qu'il libère le fou C8 en faisant cet échange. Mais il va modifier le contrôle des couleurs, le jeu des couleurs. Je m'explique. Certes, les noirs ont maintenant le fou de case blanche. Abasov a le fou de case blanche, mais Caruana n'a pas de faiblesse sur case blanche. Il a une structure de pion qui défend bien les cases blanches. Le pion en H3 défendu par G2. Le fou peut pas aller ni en F5, ni en G4. Alors il peut se placer en E6, c'est vrai. Mais finalement, il n'a pas beaucoup de jeu, de perspective de jeu, ce fou. Parce que la structure de pion des blancs est solide sur case blanche. Et si Fabiano Caruana n'a plus de fou de case blanche, il a par contre une pièce de plus pour jouer sur les cases noires. Une pièce légère de plus. Parce que le fou de case noire et les 2 cavaliers peuvent jouer donc sur les cases noires. Alors que les noirs, leur fou de case blanche ne pourra jamais jouer sur les cases noires. Donc il y a forcément une pièce en moins. Donc maintenant, la stratégie de Fabiano Caruana, c'est d'attaquer sur les cases noires, de trouver des cibles, d'engager le combat sur les cases noires. Il doit faire le dos rond sur les cases blanches, avoir des structures de pions solides sur cases blanches pour entraver le fou de case blanche adverse. Et au contraire, essayer de travailler sur les cases noires. Et il va le faire immédiatement avec cavalier H4. Cavalier H4, pourquoi ça travaille sur les cases noires? Ça libère le pion d'F2 en fait. Et un des seuls leviers intéressants, c'est de parvenir à jouer F4 pour s'en prendre au pion E5 et ouvrir la colonne F et essayer de faire sauter le verrou central des cases noires, le pion E5. On verra qu'il y a d'autres idées à cavalier H4, c'est que le cavalier peut parfois aussi rebondir en F5. Alors les noirs ont joué tour E8. Là, F4 n'a pas été joué directement parce qu'il y a un problème tactique. Si on joue F4, prise, fou prend, tour prend, et tour et cavalier peuvent subir la fourchette G5. C'est un peu risqué pour le roi que le pion G s'implique au combat, mais concrètement, il y a une fourchette quand même. Ça perd du matériel chez les blancs. Donc, dans la position, les blancs n'ont pas joué F4, on verra qu'ils joueront plus tard dans la partie, ils ont joué dame F3. La dame peut soutenir l'arrivée du cavalier, mais la dame soutient aussi la pression sur le cavalier F6 que pourrait exercer un futur fou G5. Vous voyez ? Les noirs jouent G6, peut-être ils veulent ne pas tolérer l'avenue d'un cavalier en F5. Mais fou G5, double des attaques du cavalier, donc il faut revenir en E7 défendre. Et là, dame E3, très intéressant ce coup, dame E3. Mais une pression sur C5, même si c'est vrai que le fou défend. Mais on peut dévier le fou par des fous prend cavalier. Seulement le fou reprendrait, attaquerait le cavalier H4. Et c'est là l'idée de dame E3. C'est qu'on met une pression sur C5, mais on libère la case F3 pour le cavalier qui mettrait une pression sur E5, toujours sur les cases noires. Et le pion F2 est libéré pour jouer peut-être un futur F4. Donc on voit qu'on est en train de cibler les cases noires, et que pour l'instant, les noirs, avec leur fou de case blanche ici, ils ne font rien. Cavalier H5, échange des fous de case noire, fou prend, dame prend.
Là, c'est difficile de jouer en F4 avec la présence du cavalier, donc le cavalier revient en F3. Et même si les blancs n'ont plus leur fou de case noire, ils ont toujours deux pièces légères qui sont capables de jouer autant sur les cases blanches que sur les cases noires. Alors que le fou de case blanche, on l'a dit, ne peut pas jouer sur les cases noires. Donc toujours cette possibilité, cette stratégie d'axer la pression sur les cases noires, avec la dame qui attaque, le cavalier qui attaque, ça, on presse. Les noirs jouent B6. Par exemple, si les noirs attendent trop, le cavalier C3 pourrait venir en A4, attaquer 2 fois C5, plus question de jouer B6 parce que le cavalier pourrait prendre, mais le cavalier pourrait aussi s'installer en B6, vous voyez, en attaquant la tour et en s'installant sur les cases noires à l'aile dame. Donc c'est pour ça B6 est joué. Là, on pourrait s'intéresser à cavalier A4 quand même, qui attaque B6, mais A3. On va chercher peut-être la poussée B4 à un moment donné, ou cavalier A4 puis la poussée B4 pour détruire les cases noires, la défense des cases noires à l'aile dame. Mais les noirs jouent B5, qui retire cette possibilité pour le cavalier d'aller en A4. D'un autre côté, le pion C5 requiert la défense de la dame maintenant. Cavalier E2, bien joué. Puisque le cavalier n'a plus l'espoir de venir en A4 à cause du pion B5, il vient en E2, parce qu'en E2, il pourra soutenir la poussée F4. F6, les noirs se consolident sur les cases noires. Cavalier D2 pour libérer le pion F. Fou E6 et F4. Donc il y a eu cavalier prend F4, cavalier prend, pion prend, tour prend, vous voyez, on veut doubler les tours, tripier les pièces lourdes pour faire craquer F6 maintenant. Donc l'attaque sur C5 et l'attaque sur F6. Tour D8, dame F2, tour F8, tour F1, roi G7. Et on voit comment les blancs n'ont pas de problème sur les cases blanches avec une structure de pion solide et comment ils pressent C5 et F6. Mais pour l'instant, les noirs défendent, ils tendent les bras, mais ils arrivent à défendre toutes leurs faiblesses. Alors les blancs veulent faire sauter tout ça, ils jouent B4. Prise, prise. Si la dame vient prendre B4, on pourrait prendre en F6. Ou même plus méchant, sur dame prend B4, on pourrait jouer E5 avec la tour qui attaque et ensuite la prise en F6. Donc le pion B4 est tabou, les noirs ne touchent pas, ils jouent tour A8 pour appuyer la poussée A5. Roi H1, A5, B prend A5. Ils n'ont pas voulu prendre tout de suite, peut-être à cause des pénétrations B6, ils ont joué C5 d'abord. Mais du coup, les blancs sont venus défendre par tour 1. Tour A6, on bloque A5 et on veut jouer peut-être tour A8 pour gagner A5. Mais là, toujours l'attaque sur les cases noires. E5. On veut détruire F6. Bon. Alors les noirs ont joué F5. S'ils avaient pris, on peut échanger, tour prend. Dame prend et maintenant jouer dame E3. Avec l'attaque de C5 et E5. Et les noirs ne peuvent pas défendre les deux, parce que sur dame D6 qui défend les deux, il y aurait cavalier E4 avec l'attaque. Donc dans la position, sur cette poussée E5, les noirs contre-poussent par F5. C4, prise, prise, tour A8 pour aller récupérer le pion A. Cavalier B3, on défend et on attaque 2 fois en C5. La tour défend toujours C4, ce qui empêche fou prend C4, donc les noirs jouent G5 pour déstabiliser la tour. Dame G3, le clouage. H6, on défend. Tour F2. Fou prend C4. Tour prend F5. Et c'est là, apparemment, que, selon l'ordinateur en tout cas, que les noirs commettent l'erreur de la partie. Ils auraient dû jouer dame E6, attaquant le cavalier dans cette position, mais en fait, ils ont voulu tout de suite échanger. Ils ont fait fou prend, dame prend. Mais là, il y a un problème en F7 à gérer. Regardez, tour prend A5. Alors ici, on n'a pas pris. Et on joue tour F1, justement pour menacer maintenant tour F7. La fourchette. Alors le roi part en H8, tour F7 et abandon d'Abazov qui n'arrive pas à sécuriser son roi. Parce que si la dame bouge, je ne sais pas si elle vient prendre en E5, on peut faire tour F8 échec, tour prend, roi G7. Et dame F7 ou dame G8 mat, il y a 2 maths possibles. Donc dans cette position, la dame est attaquée, le roi n'a pas d'abri sûr, les blancs ont plus le pion E5 et ils ont les 3 pièces qui peuvent collaborer contre le roi noir. C'est trop pour Abazov. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette 4 parties? Laquelle vous avez préférée? Vous avez vu le niveau dynamico-tactique des parties? Leur puissance de calcul, leur créativité, leur préparation, c'est assez incroyable. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette ronde. C'est très rare à ce niveau-là que toutes les parties d'une ronde d'un tournoi se soldent par une victoire. Bon. Alors quel est votre pronostic? Je sais pas, mais pour la suite du tournoi, qui vous voyez comme vainqueur?
Eh bien, j'espère que vous aurez pris du plaisir. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires, des pouces et à partager la vidéo. Au revoir et à bientôt pour la suite du tournoi des candidats. Au revoir à tous.